Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce 18 janvier. Une querelle de voisinage qui dégénère en meurtre. Cela s'est passé dans le quartier Velpeau à Tours. Un homme qui se plaignait du bruit généré par un voisin l'a mortellement blessé à coups de couteau. Le sommet social et cette idée d'instauration de la TVA sociale. Les chefs d'entreprise disent oui, les syndicats non. Et puis elle a disparu. On est sans nouvelles de Zita, la chèvre mythique de Tours. Son propriétaire Jean-Noël l'a perdue vendredi soir. Il a déposé plainte au commissariat. Un homme est donc décédé hier dans le quartier Velpeau à Tours. Il a été poignardé par son voisin. Ce dernier est toujours en garde à vue, mais il semble que l'origine de l'homicide soit un différend sur le bruit. Anaïs Michaud. C'est dans la rue Louis-David, dans le quartier Velpeau, que le drame s'est produit. Un homme de 28 ans, résidant au rez-de-chaussée de cet immeuble, aurait poignardé hier en début d'après-midi son voisin du dessus, un étudiant de 23 ans. En cause, un différend de voisinage plutôt classique, un problème de bruit, qui aurait rapidement dégénéré. La victime, très grièvement blessée, avait été admise aux urgences, où elle avait été plusieurs fois ranimée avant de décéder. Aujourd'hui, les voisins sont surpris et sous le choc. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le quartier, jamais eu un souci particulier, quel qu'il soit. J'en suis le premier surpris, parce que je suis abasourdi un petit peu par cette nouvelle. On est tous, 80% de cheminots, on se connaît plus ou moins tous, on se voit, on se côtoie. J'ai jamais entendu parler de qui que ce soit qui, entre guillemets, foutait la merde. Bon, voilà, non, tout va bien. Selon la gardienne, ni l'agresseur présumé ni la victime n'avaient jamais posé problème et les 2 hommes n'auraient pas été en conflit auparavant. À l'heure du drame, l'immeuble était quasiment vide et les seules personnes présentes ne se sont rendues compte de rien. Une voisine dit avoir entendu du bruit, comme si des meubles étaient déplacés, mais aucun cri. L'auteur présumé des coups de couteau a été placé en garde à vue. Il sera déféré devant le parquet demain, puis devant un juge d'instruction pour sa mise en examen. Une affaire qui vient s'ajouter à la longue liste de conflits de voisinage et tapage traités par la police, puisqu'ils représentent entre 20 et 30% des interventions, avec, bien heureusement, rarement une fin funeste. Un homme comparaît depuis aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Il est accusé de tentative d'assassinat sur sa femme. Les faits remontent à 2008. Il avait été immolé par le feu. Le verdict est attendu demain. Toujours en bref, le verdict dans l'affaire de l'homicide de Saint-Flovier est tombé hier soir. Yvon Carrasco a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa femme en novembre 2008. Cet homme de 61 ans faisait valoir un pacte suicidaire, mais l'avocat général avait pointé du doigt ses contradictions. L'autopsie avait également montré que l'épouse Marie-Josée s'était débattue lorsqu'elle avait reçu plusieurs coups de couteau. Une responsable d'agence de voyage de Chinon a passé son début de semaine en garde à vue. Elle est suspectée d'abus de confiance et d'escroquerie. Son agence était en redressement judiciaire depuis 2009, mais ses clients continuaient à lui faire confiance, à juste titre d'ailleurs, jusqu'à ce que quelques incidents troublants aient été rendus publics. Plusieurs clients avaient acheté des billets, mais ils n'ont pas pu prendre leur avion. Et puis enfin, une alerte à la pollution à Tours. Le seuil d'alerte a été franchi aujourd'hui en raison de l'accumulation de particules en suspension dans l'atmosphère. Le retour à la normale est prévu demain grâce à l'arrivée d'une perturbation depuis l'ouest. À Blois, le seuil d'information a été franchi. La situation est donc moins critique. Un nouveau projet d'installation d'antenne relais à Saint-Avertin crée la polémique. C'est un immeuble HLM de la rue Jules Romain qui devrait l'accueillir. La mairie s'en inquiète, relayée par l'association Robin des Toits. Cette association ne s'oppose pas au projet en tant que tel, mais elle demande à ce que l'antenne qui doit transmettre des images vidéo soit reconfigurée, que l'on abaisse le niveau de voltage. Sabrina Melout. C'est au sommet de cet immeuble qu'une nouvelle antenne relais devrait voir le jour. Une antenne relais exactement comme celle placée sur cet immeuble à quelques pâtés de maison. C'est une enquête, celle d'une association Santé Environnement France, qui a révélé les risques qu'encouraient les riverains par rapport aux antennes relais. Des conclusions particulièrement éloquentes.
La majorité des riverains d'antennes relais disent souffrir de problèmes type acouphènes, maux de tête, problèmes d'endormissement, problèmes cognitifs, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces symptômes sont les premiers signes d'effets biologiques qui peuvent entraîner des pathologies beaucoup plus graves du type cancer. Ce prototype d'antenne relais permettrait de diffuser des vidéos entre téléphones portables. Un projet gouvernemental dans le cadre du Grand Emprunt. Si l'association nationale Robin des Toits n'est pas contre le progrès technologique, elle demande de passer à 0,6 volts par mètre d'exposition de la population. Car aujourd'hui, c'est 100 fois plus. Il faut passer par une reconfiguration des réseaux. Ça veut dire que les grosses antennes qui sont mal positionnées, il faut les repositionner, les éloigner des premières habitations, diminuer peut-être un peu leur puissance, et puis par contre ajouter peut-être quelques micro ou pico antennes pour que globalement on ait un niveau de champ qui reste à 0,6 volts, qui permettent d'avoir donc une bonne réception du téléphone et qui permettent de ne pas avoir d'effet sanitaire sur la population. Et un projet qui a fait ses preuves à Salzbourg en Autriche, voilà 10 ans déjà. En France, c'est à Paris, dans le 14e arrondissement, que le réseau va pour la première fois fonctionner à 0,6 volts. Une première qui peut-être donnera des idées à l'agglomération tourangelle. C'est une institution à Tours, la chèvre de Jean-Noël. Si vous sortez dans la vieille ville, il y a de fortes chances que vous soyez tombé dessus. Elle compte d'ailleurs environ 2000 fans sur Facebook. Le problème, c'est que la chèvre a disparu vendredi soir et c'est tout un quartier qui s'en émeut. Brian Bock. C'est la femme de sa vie. Ouais, c'était quoi? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Non. Incroyable. Ah, c'est pas toujours la même chèvre. C'est pas la même chèvre. Tu leur rachètes, tu l'achètes. Où est passée Zita, la chèvre de Jean-Noël? C'est le sujet principal de discussion ce matin dans le quartier du Vieux-Tour. Le Tourangeau du Nord a perdu sa chèvre qu'il promène dans les rues depuis maintenant 16 ans. Zita était devenue une mascotte et forcément ça crée des réactions. C'est dégueulasse que quelqu'un ait pris sa chèvre parce que c'était un peu, on va dire, la mascotte de la place Plume. On la voyait, tout le monde était là, ah la chèvre et tout. C'est comme une icône, vous arrivez à Tours, si on ne vous parle pas de l'homme à la chèvre, vous ne connaissez rien à Tours. On parle du musée des Beaux-Arts, mais non, oui, l'homme à la chèvre, c'est une sorte de mythe urbain. C'est vrai. C'est ça, non, mais c'est vrai. Une page Facebook a été créée concernant la recherche de l'animal. Jean-Patrick Gilles, député PS d'Indre-et-Loire, a même posté un message de soutien. Mais que s'est-il passé? Retour sur le lieu de l'enlèvement. Son propriétaire était rue Colbert vendredi soir. Il avait attaché sa chèvre à un poteau comme il le fait toujours pour aller se restaurer. Un homme aurait alors mis la main dessus. Je sais pas, quelqu'un l'a pris sûrement. Soit sinon il était un peu trop loin dans ses pensées et il l'a oublié. Qui l'a enlevé, je pense que c'est malgré tout un animal qui vaquait librement malgré la surveillance de son maître. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a trouvé la petite chèvre sympa et puis mais bon, c'est pas cool quoi. Kidnapping ou fugue, la question persiste. Une plainte a été déposée par l'intéressé. Il y a 3 ans, Zita avait déjà été kidnappée, mais les services de police l'avaient retrouvée au bout de 1 mois. Cette histoire n'a donc pas fini de nous rendre chèvres. Environ 150 manifestants se sont rassemblés devant la préfecture d'Indre-et-Loire en fin de journée à l'occasion de la tenue aujourd'hui du sommet social à Paris entre le président de la République et les syndicats. Les manifestants entendaient s'opposer aux mesures qui pourraient être décidées à la suite de ce sommet. Un rassemblement du même type avait également lieu à Blois. Et on en vient au sommet social à proprement parler. La mesure qui a retenu le plus l'attention, c'est la TVA sociale qui vise à transférer une partie des charges patronales et salariales sur la TVA, avec pour objectif de réduire le coût du travail et de dynamiser nos entreprises. Alors qu'en pense-t-on du côté des acteurs du monde économique et salarial? Élément de réponse avec Anne Burlot. Comme beaucoup d'artisans, Étienne Dubray enchaîne les chantiers. Il travaille seul à son compte. Il pourrait embaucher des salariés, mais il a déjà à la charge d'un expert comptable à supporter. Il y a plein de démarches administratives à faire. Comme c'est compliqué, je suis obligé de prendre quelqu'un pour le faire. Je ne peux pas le faire moi-même si je veux être sûr que ce soit bien fait. Et donc ça me coûte cher. Et donc ça vient renchérir le coût du travail, quoi, voilà. Pour relancer l'emploi, les politiques veulent justement alléger le coût du travail supporté par les entreprises. Ils proposent d'instaurer une TVA sociale. Le principe, baisser le coût du travail et compenser cette perte par une augmentation de la TVA. Une mesure qui fait l'unanimité chez les chefs d'entreprise. Bien sûr, toute mesure qui va dans le sens de baisser le coût du travail pour donner de la compétitivité aux entreprises est une mesure de bon sens
qui permet de replacer les entreprises françaises et en Touraine en particulier dans la même règle du jeu, c'est-à-dire d'avoir un coût du travail qui soit dans la proportion de nos Européens. Pour les syndicats de salariés, cette TVA est inefficace sur un plan économique et injuste sur un plan social. Faire reposer le financement de la protection sociale sur la consommation, autrement dit sur tout l'ensemble de la population de ce pays, aussi bien que des jeunes étudiants qu'aux retraités qui touchent une pension, tout le monde va devoir mettre la main à la poche et là, du coup, tout le monde va être pénalisé au niveau du pouvoir d'achat. Salariés et entreprises se rejoignent quand même sur certains points. Par exemple, renforcer la formation des chômeurs et assouplir les règles du chômage partiel. Et pour finir ce journal, une exposition. Elle a lieu jusqu'au 2 février à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Il s'agit de momies italiennes retrouvées fortuitement en 2008 en Sicile dans l'église de la commune de Randazzo. Anaïs Michaud. Celles-ci ne sont pas égyptiennes, mais siciliennes. Elles ne datent pas de plusieurs millénaires, mais de quelques siècles. Ces momies, aujourd'hui exposées à Saint-Cyr-sur-Loire, présentent de nombreuses originalités. Et c'est justement ce qui a séduit la mairie. On a tout de suite été intéressés par le fait aussi de montrer qu'il n'y a pas que des momies égyptiennes, mais aussi des momies européennes, occidentales. Que c'était aussi quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir découvert ça en 2008 dans un petit village à côté de l'Etna. Il y a tout un travail également qui a été fait sur les maladies à partir de ces crânes, comment analyser, comment les personnes sont décédées grâce à la paléopathologie. C'est en effet à l'aide des dernières technologies de pointe que les crânes ont été analysés afin d'étudier notamment les maladies et les évolutions dégénératives de ces individus du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Des recherches qui se sont révélées très fructueuses. On sait que la carie dentaire, par exemple, existait bien entendu à cette époque-là et elle persiste toujours malheureusement. On peut apprendre comment un personnage était trépané. On peut voir également sur un crâne une oreille qui est percée et apprendre de cela que ce personnage-là portait des boucles d'oreilles. Les restes des 139 individus embaumés sur leur demande par la communauté des moines capucins sont visibles jusqu'au 2 février à l'Escale. Des momies présentées dans une ambiance feutrée pour une exposition bien loin d'être glauque. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous recevons dans un instant le directeur de l'Observatoire des inégalités. Restez avec nous.